On vous reproche des faits de récidive de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants. Je lui demanderai donc de le déclarer coupable. On vous reproche un refus de vous être soumis aux vérifications tendant à établir votre état alcoolique. La peine qui a été choisie est une peine de 100 jours amende à 20 €. Ok, donc la peine qui est proposée pour ces faits-là est une peine de 6 mois ferme. Ils ont tous en commun d'avoir trop bu ou consommé des stupéfiants avant de prendre le volant. Des délinquants routiers devenus le quotidien des magistrats dans les Alpes-Maritimes. Souvent, ils ont déjà été condamnés et ont récidivé. Prévention, lutte contre l'addiction, sanctions, quelles sont les cartes dont dispose la justice pour lutter contre ce fléau? J'ai 38 ans, je suis mère de 3 enfants. Je travaille dans le bâtiment et le 3 octobre 2024, j'ai été arrêtée pour un contrôle et j'étais positive à l'alcool. Stéphanie est alors en état de récidive, un parcours de délinquance routière qui commence par un accident. J'ai fait un aquaplaning alors que j'étais sous alcool, sous stupéfiants. Privée de son permis, Stéphanie continue de conduire, se fait contrôler une deuxième fois, mais ça ne l'arrête pas. Ensuite, j'ai eu la voiture sans permis. Et puis j'ai pris la voiture en étant fortement alcoolisée. Et je me suis fait contrôler et c'est là que j'ai eu une annulation complète du permis. Ne plus pouvoir conduire, c'est souvent la première sanction qui tombe. En 2024, la préfecture des Alpes-Maritimes a confisqué plus de 3800 permis. La première cause de suspension, l'usage de stupéfiants. C'est ce qui est arrivé à Tony. 11 mois sans permis et aujourd'hui, une convocation devant la justice. Donc j'ai pris pour stup, cocaïne. Donc ça arrive très vite. Heureusement, j'ai pas eu d'accident parce qu'un accident, ça arrive vite. Tony a déjà été contrôlé à 3 reprises. Cette fois-ci, c'est une ordonnance pénale qui l'attend. Une sanction prononcée rapidement, sans audience. Mais à Nice, le procureur a décidé d'en faire aussi un moment collectif de prévention. L'idée, c'est de ne pas vous revoir, en fait. Donc de vous donner des clés pour ne pas recommettre d'infraction. Et moi, donc, qui suis magistrat, aujourd'hui, robe ouverte. Demain, si on se revoit ou si ça se multiplie, ça sera robe fermée. Ça sera déferment devant moi au parquet et ça sera possiblement une comparution immédiate si j'ai un mort ou si j'ai un blessé grave. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Bien. La justice joue d'abord la carte de la prévention. Une association intervient pour rappeler les dangers de la route, comme par exemple l'effet de l'alcool sur notre champ de vision. Petit test après 4 verres. Ça, c'était le champ de vision de monsieur sans consommation d'alcool. Et le champ de vision de monsieur avec la consommation d'alcool qu'on vient d'évoquer. OK ? On a beaucoup observé, en particulier dans les Alpes-Maritimes, les polyconsommations et des choses qui émergent, comme la consommation des chauffeurs-livreurs, comme des personnes qui sont contrôlées positives au stup ou à l'alcool le matin, à 8h, 7h30 du matin, avant d'aller au boulot. Prévenir ces comportements à risque, puis punir. À tour de rôle, chacun se voit notifier sa peine. Donc votre permis de conduire, il est annulé. Mais si vous le repassez et que vous équipez votre véhicule d'un EAD, donc vous savez, c'est le petit dispositif où on souffle. Donc si on a un taux d'alcool, ça ne démarre pas. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'il est annulé. Oui, tout à fait. On peut pas faire autrement. Bien que j'ai joué avec le feu, donc c'est moi qui ai joué, c'est moi qui ai perdu. Si Tony accepte sa peine avec une certaine philosophie, c'est en grande partie parce qu'il a entamé un sevrage il y a 6 mois. Il veut croire qu'il en a enfin fini avec la justice. À Nice, sur les 6 premiers mois de l'année, plus d'une poursuite judiciaire sur 4 était un délit routier. Très clairement, nous avons une stratégie collective de contrôle renforcé, de multiplication des contrôles. On pense aux accidents mortels que nous avons eus, on pense aux problématiques de consommation de stupéfiants, aux dangers associés, mais aussi à l'alimentation des faits de trafic.
Donc très clairement, il y a une stratégie globale, et c'est un axe de politique pénale important pour moi, consistant à multiplier les contrôles sur la route. Plus de contrôles, une intensification, ça se traduit par plus de faits constatés et par plus de poursuites. On va faire aussi également un test stupéfiant. Est-ce que vous consommez des stupéfiants? Ah oui, je consomme. D'accord. En 7 ans, les contrôles routiers ont entraîné 4 fois plus de suspensions administratives de permis dans les Alpes-Maritimes. Quasiment toutes font ensuite l'objet de poursuites. Mais comment la justice absorbe-t-elle cette nouvelle charge? Tribunal judiciaire de Grasse, un jeudi matin comme les autres. Tous les jeudis, c'est comme ça à Grasse, et tous les mardis et vendredis à Nice. Ça ressemble à ça. Voilà. Une trentaine de personnes est convoquée pour une CRPC, une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l'équivalent du plaidé coupable anglo-saxon. C'est une réponse rapide à une infraction dite de masse. Qui concerne absolument tout le monde, on a vu... Vous avez tous les profils, vous avez de l'étudiant, du chômeur, du cadre supérieur, de l'ingénieur, du fonctionnaire, vous avez toutes les personnalités, et certains même qui ont des emplois qui sont particulièrement serrés. Bonjour monsieur. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Je suis le procureur de la République. On voit dans le cadre de ce qu'on appelle une comparution préalable sur reconnaissance de culpabilité. On vous reproche aujourd'hui des faits de blessure involontaire avec incapacité n'excédant pas 3 mois alors que vous conduisiez un véhicule. Après avoir consommé des stupéfiants, c'est des faits que vous aviez reconnus. C'est des faits pour lesquels la peine que je vous propose est de 6 mois de sursis probatoire. Probatoire parce que pendant 2 ans, le jeune homme sera soumis à des obligations de soins et de travail et devra indemniser sa victime. Si vous faites ça, ça se termine là. Si vous ne le faites pas, vous risquez la révocation de ces 6 mois qui se transforment en 6 mois de prison. Un suivi comme une épée de Damoclès. L'avocat du jeune homme va tenter de démontrer qu'il n'est pas nécessaire. Je pense qu'il accepte le sursis simple, une peine de sursis simple, ça me paraît adapté. Il a bien compris la leçon, il a lui-même été blessé dans l'accident. Oui. Au-delà de la sanction pénale que vous proposez, la vie lui a donné une leçon, il a eu les dents cassées, il a vraiment pris un sacré choc sur la tête, il a bien compris. Ok pour moi, pour 6 mois de sursis simple. Maître, c'est vraiment de la négociation au cas par cas, là. Oui. Ça dépend, chaque dossier est différent et chaque personnalité est différente, les faits sont différents, donc on essaie de, je ne sais pas si le terme négocier est approprié, mais d'avoir une réponse et un échange le plus constructif dans le cadre de la défense pénale. En 4 heures de temps, on a jugé 30 personnes, ce qui est imbattable en temps investi pour tout le monde. Donc oui, c'est efficace. Moi qui suis avocat, je vous dis, j'aimerais que tout le monde passe en correctionnel, mais on ne peut pas. Pourquoi? Parce que vous avez, je crois, il donne des statistiques, près de presque 500 permis qui ont sauté au mois d'août 2021. Ça va donner presque 500 procédures judiciaires. Si on passe 500 correctionnels, vous voyez, le calcul est rapide, c'est impossible. Une fois la peine proposée par la procureure adjointe, il faut encore la faire homologuer par un juge. Il vous est reproché d'avoir conduit ce véhicule alors que vous aviez consommé des stupéfiants? J'en ai consommé lors d'une soirée le week-end précédent. D'accord, vous êtes un consommateur régulier? J'ai arrêté depuis. Vous avez arrêté quand? Le jour même. 6 mois de prison avec sursis simple, la peine est confirmée. Suffira-t-elle à éviter la récidive? Même dans le cas d'accidents graves, la prison s'avère parfois inefficace. Selon le ministère de la Justice, 1/3 des délinquants routiers incarcérés récidivent dans l'année qui suit leur remise en liberté. Alors à Grasse, le parquet a décidé d'innover. Nous retrouvons Stéphanie, cette jeune mère de famille récidiviste. Et bonjour. Bonjour. Je vous en prie, bureau du fond. Merci. Elle a rendez-vous chez une psychologue spécialisée en addictologie, un suivi qui lui a été imposé lors de sa dernière arrestation. Alors, comment allez-vous depuis la dernière fois? Ça va, ça va. Est-ce que vous vous souvenez qu'au début de l'accompagnement, votre rituel du soir, c'était plusieurs verres d'alcool? Ah oui. Déjà, je bois plus en conduisant et oui, je suis capable d'arrêter, de me dire c'est bon, là, stop, ça commence à devenir trop. Au début de son sevrage, c'est ce petit personnage, Nuggets,
qui a aidé Stéphanie à prendre conscience de son addiction. Est-ce que vous vous souvenez de la petite vidéo qu'on a regardée ensemble? Ouais. Nuggets. Oui, je m'en souviens. Oui, j'étais cette espèce de petit nuggets, en fait. Et se rendre compte qu'on a réussi à ne pas prendre la ligne droite qu'on voit dans la vidéo, mais à en sortir pour arrêter d'aller chercher un bonheur qui finalement est factice, eh ben, c'est génial. Une prise de conscience, fruit d'1 an de travail avec des psychologues et des éducateurs spécialisés. C'est le dispositif AIR, Accompagnement individualisé renforcé, mis en place par l'ancien procureur de Grasse et proposé dès la fin de la garde à vue à des récidivistes. Soit j'acceptais le dispositif AIR et j'étais jugée dans 6 mois, soit je ne l'acceptais pas et j'étais jugée immédiatement avec, on va dire, 99% de chances d'être incarcérée. Mais je vois pas ma place dans une prison. J'aurais été détruite, je pense. Cette dame, est-ce qu'elle a sa place en détention? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a fauté? Oui. Mais l'accompagnement a montré qu'on pouvait faire autrement que rajouter un traumatisme par-dessus des traumatismes déjà ancrés qui ont mené en fait à cette consommation d'alcool et cette ivresse au volant. C'est ce qu'on appelle la justice résolutive de problèmes. Pour financer le projet, les magistrats ont réussi à convaincre des élus locaux au discours souvent très répressif de l'utilité du dispositif. Alors je ne qualifierais pas le dispositif AIR de bon outil, je le qualifierais d'outil indispensable. C'est-à-dire que c'est un dispositif qui relève d'une doctrine qui nous vient d'outre-Atlantique et qui tout simplement a vocation à travailler sur les personnes afin de les accompagner dans la réflexion qui doit prévenir le passage à l'acte. Stéphanie a été jugée en avril dernier. Son permis a été annulé, avec interdiction de le repasser pendant 6 mois. Une peine clémente qu'elle doit en grande partie aux efforts accomplis depuis son arrestation. J'indique qu'il vous est reproché d'avoir à Mandelieu la Napoule le 27 novembre 2024, d'avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool de 0,85 mg d'alcool par litre d'air expiré. La récidive légale a été visée puisque vous avez été définitivement condamné le 6 janvier 2022, ici même à Grasse, par notre tribunal correctionnel pour des faits identiques. Ce jour-là, c'est un homme de 36 ans qui comparaît devant le tribunal correctionnel de Grasse. Comme Stéphanie, Daniel se bat contre son alcoolisme. Comme elle, il a accepté d'être suivi dans le cadre du dispositif AIR après un nouveau contrôle positif à l'alcool. Voilà. Sur cette infraction, monsieur, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire ? Que j'ai bien pris conscience de la gravité des choses. Oui. Et qu'à ce jour, j'aimerais montrer qu'il y a un changement positif et une vraie prise de conscience. Et que je suis là pour assumer mes erreurs et assumer la peine qui me sera infligée aussi. D'accord. Un mea culpa que la présidente du tribunal a trop l'habitude d'entendre de la part de prévenus au casier judiciaire chargé. Daniel a déjà été condamné 5 fois pour des faits de vol, violence ou conduite en état d'ivresse et ses nombreuses obligations de soins n'ont pas empêché la récidive. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas réussi à investir ces obligations de soins et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes dans une autre dynamique, une autre perspective ? Je pense qu'il y a 2 choses. Je pense que déjà à l'époque je ne le voulais pas vraiment. Je pensais être capable, je voyais pas ça comme une addiction. Je me suis toujours dit, j'en suis capable de m'en sortir tout seul, en fait. C'est au tour d'une éducatrice spécialisée de prendre la parole. Vous allez vous asseoir quelques instants et puis nous allons écouter madame sur le suivi de cette mesure. Elle a accompagné Daniel pendant plusieurs mois et son rapport va peser dans la balance. Dans l'ensemble, le contrôle judiciaire s'est extrêmement bien passé puisque monsieur a vraiment investi la mesure. Il était en demande, en fait, aussi bien d'un changement psychologique que d'une évolution sociale. C'est quelqu'un qui vit, en fait, dans la précarité de logement depuis des années. Et malgré tout, il a toujours tenu l'emploi. Nous, on n'est pas avocats, on n'est pas là pour défendre la personne, on est vraiment là pour relater comment ça s'est passé. Donc, si, comme pour Daniel, ça s'est très bien déroulé, forcément, ça va être quelque chose de très positif le jour de l'audience. Et malheureusement, on a des personnes pour lesquelles ça s'est moins bien passé, où on doit en faire état.
Et là, ça joue aussi le jour de l'audience. Donc il y a quand même une responsabilité aussi lors de notre présence. Vient l'heure des réquisitions. Même si la procureure prend acte des efforts accomplis par Daniel, elle requiert une peine de prison. Je lui demanderai donc de le déclarer coupable, de prononcer une peine d'emprisonnement de 6 mois, de laisser le juge d'application des peines libre d'aménager cette peine. Vous allez patienter dans la salle ou à l'extérieur sans vous éloigner, le temps nécessaire au délibéré qui va être rendu dans le courant de l'après-midi, tout à l'heure après la suspension. Monsieur l'huissier. Avec son passé judiciaire, Daniel sait qu'il risque gros. Il imagine toutes les issues possibles. C'est sûr que la meilleure, ce serait de pouvoir continuer mon travail, de ressortir libre, avec un suivi derrière, parce que j'ai encore pas mal de fragilité, j'ai encore besoin d'un suivi. La pire, forcément, ce serait l'incarcération. Parce qu'une fois qu'on est incarcéré, on perd son travail, on perd ses comptes en banque, on perd son appartement, on perd tout en fait. La réinsertion sociale et l'aide au logement, en plus du sevrage, c'est l'autre carte dont disposent les acteurs du dispositif AIR. Un volet social indispensable pour éviter les rechutes. Donc ensuite, tu me disais que le travail, c'est que des bonnes nouvelles? Ouais, nickel, impeccable. Donc là, CDD jusque début décembre? Ouais. Avec possibilité de CDI? Ouais. Soit ils me le renouvellent ou alors ils me font un CDI direct. Mais bon, Vincent, lui, attend toujours son procès. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec son éducateur. Pendant plusieurs années, il a enchaîné alcool au volant et conduite sans permis. Le dispositif AIR a été pour lui une bouée de sauvetage. Et moi, ça m'a permis plein de choses. Ça m'a permis de retrouver du travail, d'arrêter toutes ces bêtises, en fait. Donc et là, ça fait 6 mois que je bois pas, que je conduis pas, que là, je retrouve un travail, que tout va bien, quoi. Et donc, dès que si on a un souci, on leur pose des questions, ils nous répondent tout de suite. Donc, c'est parfait. J'ai déjà demandé l'autorisation en pleine nuit à ma chef pour ressortir jusqu'à passer 2 h du matin pour quelqu'un. Ouais. Parce qu'il m'avait appelé justement au secours. Donc, ouais, c'est maintenant qu'il s'engueule avec madame, c'est maintenant qu'il sent qu'il va passer à l'acte. C'est pas grave, on va se relever, on va y aller. Une assistance sans limite, mais en contrepartie, les bénéficiaires doivent faire un travail sur eux-mêmes pour comprendre qu'ils sont responsables de leurs actes. Dans ce groupe de parole auquel Vincent participe, tous travaillent sur la gestion du risque au volant. À partir de quel moment vous vous dites « Là, ça y est, je prends plus la voiture ». C'est au premier virage que tu prends un peu large que tu te rends compte que il y a un souci. Il y a des moments où tu ne gères pas comme ça. Mais on n'est pas en train de dire est-ce que tu peux, est-ce que tu peux pas. On est en train de dire est-ce qu'on a le droit ou pas le droit. Ah non, t'as pas le droit. Tout ça pourquoi? Pour avoir un bien coup et pour se pousser des ailes. Écrase quelqu'un, il faut vivre avec après. Ben ouais. Chacun fait ses choix. Donc quand on a consommé et qu'on prend la voiture, ben oui, c'est votre responsabilité, vous engagez votre responsabilité. Maintenant, nous, on va faire ce travail de pourquoi vous en êtes arrivé là, surtout que la majorité sont conscients que c'est un risque, sont conscients des risques pour eux, pour autrui, sont conscients des risques judiciaires aussi derrière, mais le font quand même. Mais on n'enlèvera jamais la part de responsabilité, tout à fait. Oui. Est-ce que ce suivi AIR aussi, il a changé votre rapport à la loi, ce que j'ai le droit de faire, ce que j'ai pas le droit de faire? Ah oui, il a changé, parce qu'au début, hop, je passais en jugement, il me disait, bon, on vous met 500 € d'amende, voilà, vous avez une suspension de 6 mois, ok. Mais après, je ressors, je conduis, j'ai la voiture, mais il n'y a personne, en fait, derrière qui est là à me dire souvent, non, ne fais pas ça. Ou, comme un enfant, pareil, en fait. Et comment s'assurer que la prise de conscience est réelle et l'engagement sincère? Comment être sûr que ces multirécidivistes ne recommenceront pas? Donc oui, c'est un pari. Oui, parce qu'en plus, la personne ne veut pas aller en prison. Donc elle vendrait père et mère pour pas y aller. Donc quand vous l'avez devant vous, elle vend du rêve. Donc il faut évaluer, il faut... Donc oui, je comprends le côté, il y a eu une faute, il y a eu un gros délit, c'est comme le cas de tout à l'heure où c'est 4, 5, 6 fois. Mais il a déjà été en détention, est-ce que ça a changé quelque chose? Et non, il est dehors, il recommence. Donc voilà, il faut essayer d'autres choses. Et pour ceux qui sont condamnés à de la prison ferme, l'accompagnement commence avant même leur sortie. Nous retrouvons la psychologue de Stéphanie à la maison d'arrêt de Grasse. Avec une éducatrice spécialisée, elles doivent évaluer un détenu en fin de peine pour savoir s'il est apte à intégrer le dispositif. Merci, je vais. Merci.
Quelle est votre consommation du coup? On est essentiellement sur des stupéfiants ou il y a d'autres choses C'est le cannabis et les cocaïnes, occasionnellement. Là, il n'y a pas du tout de conso en détention? Non. Rupture familiale, mauvaise fréquentation, addiction. Philippe a eu une vie fracturée et émaillée par des séjours en prison, souvent en lien avec des délits routiers. Il a plusieurs fois tenté d'arrêter l'alcool et la drogue. Dans le sevrage, ça y joue beaucoup. Ouais. Ça va m'aider à ne plus récidiver. Ouais. C'est vraiment le suivi psychologique en fait. Le suivi médical, il est important dans tout ça. Et la prison, c'est pas assez dissuasif? Ah oui, c'est dissuasif. Ouais. C'est l'enfer ici. Mais pour autant, vous avez recommencé après. Chaque séjour en prison, vous avez recommencé. Ouais, j'ai recommencé, mais ouais. Comme je vous ai dit, en fait, c'est à chaque fois qu'il y a eu un mal-être, c'est là où j'ai replongé. Après, si j'ai un emploi, si j'ai mon logement et que tout va bien, il n'y a pas de raison de récidiver une nouvelle fois. S'ils sont déjà suivis au sein de la prison, les moyens sont plus limités. Souvent la drogue circule et surtout le sevrage ne se fait pas en conditions réelles, quand tous les problèmes de la vie quotidienne réapparaissent, une fois la liberté retrouvée. La détention crée une contenance. Les personnes n'ont plus de consommation, les problèmes sont à l'extérieur. Donc là, en fait, ils sont assez disponibles pour nous répondre là, maintenant, tout de suite, que oui, ils ont envie d'avancer. Mais la détention crée une contenance qui fait que des fois, à leur sortie, il y a une phase de transition qu'il faut accompagner. Une fois l'évaluation du détenu terminée, les deux femmes vont débriefer avec un des agents du SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Bonjour. C'est ce service qui suit au quotidien les détenus et repère ceux susceptibles de s'engager dans un accompagnement intensif à leur sortie de prison. Oui, sur les soins, il a vraiment une envie d'avancer par rapport à ses consommations addictives. Voilà. On a noté de la demande au niveau hébergement, au niveau des soins, au niveau administratif aussi. Et puis on voit qu'il y a quand même des éléments de motivation. Nous, c'est validé. Le dossier de Philippe est accepté. Tout reste à reconstruire pour lui, mais dès le jour de sa sortie de prison, il sera accueilli et accompagné par une psychologue et une éducatrice. Dans la juridiction de Grasse, depuis 2024, 159 délinquants routiers ont bénéficié de ce dispositif. La justice se donne encore du temps pour évaluer son efficacité, mais en Saône-et-Loire, où cet accompagnement existe depuis plus longtemps, la récidive sur 5 ans a chuté de 25%. Pourquoi on fait de la sécurité routière? Vous verrez que dans les Alpes-Maritimes, on est vraiment des très mauvais départements. Après un an d'accompagnement, Stéphanie doit encore se soumettre à quelques obligations, comme cet atelier de prévention routière organisé par le SPIP. Accident corporel en 2024, 785. Blessé, 1006. Tué, 55. Elle n'est plus qu'à quelques jours d'un nouveau départ. Si je vous demandais aujourd'hui quelle est la chose que vous attendez le plus impatiemment? Récupérer mon permis, repasser mon permis. Ouais, je devais pouvoir commencer à faire les démarches d'ici un petit mois. Ça va changer votre vie? Oui, déjà, ça va être une victoire pour moi. Et après, oui, ça va me permettre d'aller à mon travail plus rapidement. Je vais pouvoir à nouveau amener et aller chercher mes enfants à l'école, ce que je ne peux plus faire. Et donc, ça ne va pas changer des choses énormes, mais oui, pour moi, ça va être une grande victoire. Retour au tribunal correctionnel de Grasse, l'heure du jugement pour Daniel. Bien, monsieur, le tribunal rend un jugement contradictoire, ce qui signifie que vous êtes présent physiquement à notre audience en date de ce jour, au terme duquel vous avez été déclaré coupable. Le tribunal vous a condamné à une peine alternative à l'incarcération. C'est une peine de stage, de sensibilisation à la sécurité routière. Ça va durer pendant 3 jours. Vous devrez exécuter ce stage dans un délai de 6 mois et il sera bien évidemment à vos frais. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Parfait, monsieur. Vous pouvez du coup quitter la salle d'audience. Merci. La peine est clémente, malgré la pression de l'opinion publique qui réclame des sanctions plus sévères envers les récidivistes. La présidente fait le pari que l'accompagnement psychologique et social continuera de porter ses fruits.
Après, on n'a pas non plus de baguette magique, hélas. Les personnes s'en saisissent, c'est parfait. Les personnes ne s'en saisissent pas et reviennent nous voir. Bien évidemment, le tribunal va en tirer toutes les conséquences logiques, en fait. Pour Daniel, c'est une épreuve qui se termine, mais il le sait, il a encore besoin de soins et de soutien pour en finir avec la récidive. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire aussi. Voilà. Il faut prendre son temps pour aller mieux, de toute façon. J'ai pris mon temps pour tomber dedans, je vais prendre mon temps pour en sortir. Et puis on ouvrira le champagne. Non, je rigole. Le champomis. Le champomis. En attendant que cette approche préventive fasse ses preuves, ces responsables réfléchissent déjà à l'étape d'après. Que les aidés d'aujourd'hui deviennent les aidants de demain, pour que leur parcours serve d'exemple à d'autres et soit un outil de plus dans la lutte contre la récidive.